Can you see me? Hello? I'm behind you. I am right behind you. Hécate, une nouvelle de Marion Mabillard, lue par Malika Taparel. Il y aura du sang. On dit que le sang attire le sang. Macbeth. Chapitre 1. Comme tous les enfants d'Édimbourg, Paul avait souvent visité le cimetière de Greyfriars lors de sorties scolaires. Écrin de verdure au cœur de la vieille ville, au pied du château, le lieu était à la fois paisible et effrayant. Une herbe verdoyante recouvrait entièrement le sol, parsemé d'immenses arbres et de pierres tombales biscornues. Il avait la réputation d'être le cimetière le plus hanté du monde. Les histoires les plus célèbres du cimetière avaient bercé Paul dès sa plus tendre enfance. Près de l'entrée se dressait par exemple la statue de Bobby, le petit chien qui avait passé 14 ans à veiller nuit et jour la tombe de son maître, John Gray, décédé en 1858. Il ne quittait son poste qu'une fois par jour, à 13h tapantes, afin de se rendre en trottinant jusqu'au restaurant où il avait l'habitude de déjeuner avec son maître. Paul connaissait également l'histoire de Bloody Mackenzie, qui reposait dans le tombeau le plus impressionnant du cimetière. Ministre de Charles II, Sir George Mackenzie avait persécuté les Covenanters, presbytériens écossais qui s'opposaient à la réforme de l'Église d'Écosse. Après la bataille du pont de Bothwell en 1679, les Covenanters avaient été emprisonnés et abandonnés à leur sort, puis enterrés dans une section du cimetière de Greyfriars. Au fil du temps, leurs esprits avaient causé de telles manifestations paranormales que l'accès à cette partie du cimetière avait été purement et simplement banni. Mackenzie, quant à lui, avait émis le souhait d'être enterré non loin des Covenanters, afin de les persécuter pour l'éternité. L'esprit de Mackenzie était réputé pour se manifester régulièrement, en particulier lorsqu'un événement troublait son funeste repos. Ainsi, par une nuit de forte tempête, un vagabond s'était introduit dans le mausolée. Curieux, il avait retiré une grille du sol, puis éclairé des tombes sous terre à l'aide de la flamme de son briquet. Soudain, précipité en avant, il avait percuté de plein fouet des ossements qu'il sentait s'agripper à lui. Hurlant de terreur dans ces ténèbres, l'homme avait pu s'en extirper et quitter le cimetière à toutes jambes. Depuis ce jour, les manifestations de Bloody Mackenzie avaient redoublé d'intensité. Certains visiteurs s'évanouissaient à l'approche du mausolée, d'autres ressentaient de vives douleurs ou se voyaient même infliger des griffures. Une nuit d'été, Paul se promenait dans la rue qui longeait le cimetière en compagnie de son meilleur ami Luke. Des bancs de brume épars brouillaient la lueur des lampadaires. Les deux garçons de 18 ans exploraient les moindres recoins de la ville au cours de leurs escapades nocturnes. Luke remarqua une vieille dame assise au pied du mur d'enceinte de Greyfriars. Elle était vêtue de haillons et un foulard couvrait ses longs cheveux hirsutes. « Les esprits sont agités », marmonna-t-elle, en craquant une allumette dans la pénombre. « Les Covenanters ont soif de vengeance. Celui qui, le crâne de Mackenzie leur livrera, accédera au secret de l'au-delà. » Luke et Paul échangèrent un regard interloqué, tout en pressant le pas. Ils s'éloignèrent d'une 50aine de mètres, puis s'arrêtèrent un instant. Luke regarda derrière lui. La vieille femme avait disparu dans l'obscurité. « Une vieille folle, pas vrai ?» lança-t-il d'un ton méprisant. « Tu crois qu'il y a une vie après la mort ?» demanda Paul, intrigué. « Bien sûr que non. Ces légendes ont été inventées pour nous empêcher de devenir fous devant l'absence de sens de notre existence, » rétorqua Luke. « Tiens, Nietzsche est de retour. C'est pourtant bien plus rationnel d'admettre notre ignorance face à l'au-delà. »
Paul était terrifié depuis toujours à l'idée d'être annihilé par un néant éternel lorsqu'il rendrait son dernier souffle. Pourtant, il n'avait jamais pu se résoudre à croire en Dieu. Quelque part, les histoires de fantômes le réconfortaient. Luke fit un signe de tête en direction de l'entrée du cimetière, tout en prenant Paul par l'épaule. « Bon, maintenant qu'on y est, on pourrait jeter un œil au cimetière et réveiller quelques esprits. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. » Il était 2h du matin. De nuit, le cimetière prenait un air extrêmement grave que les garçons ressentirent en passant le lourd portail d'entrée. Tout n'était que nuances de gris. Luke et Paul se faufilèrent entre les tombes, puis s'arrêtèrent net avant de lever les yeux. Un rayon lunaire caressait le tombeau de Mackenzie. Ce mausolée de pierre en forme de coupole entièrement fermé n'était accessible que par une imposante porte en bois à 2 battants, précédée de 3 marches d'escalier. Ensorcelés, les 2 garçons se comprirent d'un regard, sans échanger le moindre mot. Après une brève inspection, ils tentèrent d'enfoncer la porte cadenassée en s'y jetant de tout leur poids. En vain. Luke toqua alors 3 fois contre la porte en chantonnant. « Mackenzie, 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 lève-toi !» Il frappa ensuite la porte d'un violent coup de pied. Contre toute attente, le bois céda autour de la chaîne qui pendait désormais. L'espace de quelques secondes, Paul et Luke se regardèrent. Paul s'avança, pas à pas, et ouvrit entièrement la porte grinçante. Luke saisit la lampe torche dans sa poche et l'alluma. Tour à tour, ils franchirent l'entrée du tombeau. Paul souleva avec peine l'épaisse grille noire qui recouvrait le sol, tandis que Luke éclairait les marches qui menaient jusqu'à un imposant cercueil de bois. Paul descendit et tenta en vain de desceller le couvercle rejoint par Luke qui déboîta la planche d'un coup de talon. Leurs yeux brillaient, hypnotisés. Leur poitrine se soulevait à chaque battement de cœur. Un crâne apparut en tête du cercueil. Le squelette était recouvert de lambeaux de vêtements brunâtres. Esquissant un sourire, Luke se saisit du crâne. « Est-ce qu'on ne devrait pas ?» murmura Paul, inquiet. « C'est tout ce qu'il mérite, » l'interrompit Luke, qui gravit les marches et regagna la porte du mausolée, talonné par Paul, qu'il n'avait aucune envie d'y rester seul. À la lueur de quelques lampadaires, Luke commença à jouer avec le crâne, qu'il rattrapait en alternance avec chacune de ses mains. Alors que Paul tentait de s'interposer, il lança le crâne en l'air, puis le frappa de toutes ses forces avec son pied. Le projectile fila à toute vitesse en direction de la section des Covenanters, à l'intérieur de laquelle il retomba au sol dans un bruit sourd. L'atmosphère était lourde, l'air immobile. Un courant glacial transperça pourtant les garçons. Soudain, 3 coups sourds retentirent à l'intérieur du mausolée. Paul et Luke coururent en direction de l'entrée du cimetière en poussant des cris d'effroi. Au petit matin, le gardien qui débutait sa ronde découvrit le tombeau ouvert. Il y trouva le crâne de Sir George Mackenzie, qui reposait fièrement sur la dernière marche de son tombeau. Luke et Paul, quant à eux, s'étaient volatilisés. Chapitre 2. Un brouillard a coupé au couteau. C'est tout ce que Paul vit lorsqu'il ouvrit les yeux. Allongé sur les pavés froids, chaque centimètre de son corps le faisait souffrir. La vieille dame, le cimetière, le crâne. Il prit appui sur ses mains et s'assit péniblement. Une ombre se tenait devant lui, entre les pierres tombales enveloppées d'une brume rougeâtre. « Luke ?
C'est toi ?» L'ombre s'avança, laissant apparaître les traits d'un homme d'un certain âge, coiffé d'un béret. « Qui êtes-vous ? Vous êtes le gardien ?» L'homme ricana en tirant sur sa pipe. « Je suis marin, moi, ça se voit pas ? Je suis arrivé ici après le naufrage. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? J'aimerais repartir naviguer, mais mon navire est foutu. Faut que je m'en trouve un autre, et par les temps qui courent, c'est pas une mince affaire. Enfin, j'imagine que c'est ton ami là-bas, poursuivit-il en pointant son doigt dans le brouillard. Je ne vous ai jamais vus par ici, vous deux, mais faites bien attention, Mackenzie est furieux. Même s'il règne par la peur, il est puissant et tenace. Tandis que l'homme s'éloignait dans la brume, Paul avança à tâtons dans la direction qu'il lui avait indiquée. Il se précipita vers Luc, qui gisait au sol en position fœtale, les yeux écarquillés. « Luc, ça va ? Tu parlais avec qui ? Comment c'est possible ? Ces coups dans le tombeau et puis le trou noir. Allez, lève-toi. Il faut vraiment qu'on se barre d'ici, dit Paul en prenant son ami par les épaules. Le brouillard était si dense qu'il ne savait même pas où aller. Luc se laissait guider, apathique. Paul eut soudain l'impression d'être suivi par de petits pas rapides et discrets. Il s'arrêta et tendit l'oreille. Plus rien. Faisant volte-face, il aperçut un petit chien noir au pelage frisé qui les regardait d'un air perplexe. « Bobby » murmura Paul. Le chien pourrait les conduire jusqu'à la tombe de son maître, qui se trouvait non loin de l'entrée du cimetière. Paul s'accroupit près de lui et approcha doucement sa main de son museau. Bobby remua frénétiquement la queue en lui léchant le bout des doigts. « Allez, montre-nous où tu passes ton temps. »« C'est du délire, » marmonna Luc. « Le fantôme d'un chien. » Bobby fila entre les tombes, talonné par les deux garçons. Au bout de quelques minutes, il s'assit devant une pierre tombale sur laquelle était gravé le nom de John Gray. « L'entrée doit se trouver au bout de cette allée, » dit Paul en pointant son doigt dans le brouillard. Pressant le pas, ils entrevirent rapidement l'imposant portail de fer forgé entrouvert, au travers duquel ils se faufilèrent dans un soupir de soulagement. Ici aussi, la brume était dense et orangée. Heureusement, Paul connaissait le chemin par cœur. Ils ne croisèrent qu'une femme vêtue d'une étrange robe noire et blanche, qui chantonnait en avançant d'un pas dansant. Paul longea un vieil immeuble en pierre et s'arrêta devant une porte familière. Le regard hébété de Luc ne l'avait pas quitté. « C'est plus prudent que tu viennes avec moi et que tu rentres quand le jour se sera levé, » dit Paul. « Oui, » répondit Luc d'une voix morne. Ils gravirent les escaliers sans bruit, jusqu'au premier étage. Paul appuya doucement sur la poignée de la porte d'entrée, l'entr'ouvrit et attendit quelques secondes pour s'assurer que tout le monde dorme. Les deux garçons se faufilèrent dans l'entrée. Un ronflement discret retentit soudain à leur droite. Paul se figea. Aucun des membres de sa famille n'avait l'habitude de dormir au salon. Il tourna lentement la tête en direction de la pièce plongée dans la pénombre. Un vieillard bedonnant dormait dans le fauteuil, la tête penchée en arrière, les mains posées sur les accoudoirs. Paul reconnut immédiatement son grand-père, décédé quelques années plus tôt dans cette même pièce. « Et merde !» chuchota-t-il en prenant Luc par le bras et en avançant vers la chambre de ses parents. Il poussa la porte déjà entr'ouverte. Ses parents étaient là, profondément endormis. « Maman ? Papa ? » dit-il à voix haute. Aucune réaction. Paul fit un pas en avant, puis un autre. Il approcha sa main de la joue de sa mère, encore et encore, jusqu'à la traverser, sans parvenir à l'effleurer.
Sa gorge se serra si fort qu'il ne put ni parler ni déglutir. Luke prit sa tête dans ses mains en poussant des gémissements étouffés. « Non, non, non! Réveillez-moi de ce putain de cauchemar !»« Allez, ça ne sert à rien de rester ici, » dit Paul en s'essuyant les yeux. Les deux garçons marchaient à nouveau dans la rue, en silence, sous le choc. Le ciel commençait doucement à s'éclaircir, ce qui ne semblait pas effrayer le brouillard. « Bienvenue de l'autre côté. » Paul connaissait cette voix rauque. Ils levèrent les yeux et aperçurent une vieille dame accoudée au balcon d'en face. C'était elle. « Mais vous êtes qui, bon sang ?» lança Luke, à bout de nerfs. « Si on est mort, dites-le s'il vous plaît !» ajouta Paul. « Pas encore !» siffla-t-elle d'un ton moqueur. « On m'appelle Hécate. » « Pourquoi la croire ? Elle nous a poussés ici !» cria Luke. « Puisqu'elle nous voit, soit elle n'est pas vivante, soit elle n'est pas humaine, songea Paul. Cette porte que vous avez franchie, jamais vous ne pourrez la refermer. Mais de vos choix, vous êtes seul maître. Il suffit de choisir la vie, dit-elle. Chapitre 3. Paul était assis sur une chaise rouillée, le regard vague. Derrière lui s'élevait une imposante façade de pierre, criblée de fenêtres. Le vent sifflait. Les feuilles rougeoyantes de l'érable sycomore tombaient en virevoltant. Le jardin était entouré de hauts murs infranchissables. Un corbeau se posa sur le mur et fixa Paul en croissant de plus en plus fort. Il plongea soudain dans le vide, avant d'ouvrir ses ailes et de remonter en flèche dans sa direction. En arrivant à sa hauteur, il avait pris la forme d'un homme couvert de terre, qui grognait en montrant ses dents noircies. Ses mains se refermèrent autour de la gorge de Paul, qui hurla à s'époumoner. Quelques secondes plus tard, il sentit plusieurs mains lui saisir fermement les bras. Des voix lointaines bourdonnaient dans ses oreilles. Une vive brûlure sur le haut de son bras. Et puis, plus rien. Un rayon de soleil réchauffait la joue de Paul, qui finit par ouvrir les yeux. Tout était blanc. Les murs, la porte, la table de chevet, les draps. Froid, mais étrangement familier. La porte s'ouvrant lentement, des pas réguliers claquant le sol. Une femme en blouse blanche devant son lit. « Bonjour Paul, comment ça va ce matin ?» « Le docteur va arriver dans quelques instants. Je reviendrai avec vos médicaments plus tard, » dit-elle avant de tourner les talons. Un homme se tenait à présent devant lui. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-il d'un ton monotone. « Où est Luke » répondit Paul. L'homme soupira. C'est vraiment dommage, continua-t-il d'une voix doucereuse. Enfin, pas tant pour vous, puisqu'au vu de vos symptômes, vous ne pourriez pas rester longtemps libre hors de ces murs. C'est plutôt dommage pour moi, car je sais que votre histoire et vos visions sont réelles. Ce ne sont pas les symptômes qui sont si particuliers dans votre cas. En soi, ils pourraient résulter d'une maladie psychiatrique. Mais votre histoire et vos visions concordent avec celles de Luke et perdurent dans le temps,
alors que je vous ai séparés pendant des mois. Ce qui exclut également l'hystérie collective. Grâce à vous deux, j'étais en train de documenter solidement une recherche susceptible d'ébranler les certitudes de la science sur l'existence de l'au-delà. Malheureusement, le suicide de Luc ruine mes résultats, puisqu'il n'est plus là pour les démontrer. La vieille dame, le cimetière, le crâne, l'au-delà, la vieille dame, l'hôpital. Paul se souvint de tout. L'angoisse et l'oppression, si familières, le submergèrent. Alors qu'il fixait le vague, pour ne pas regarder le psychiatre dans les yeux, une silhouette se dessina derrière l'homme. « Je suis désolée, je ne t'abandonne pas, mais tu sais qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être libre. Viens avec moi, il suffit de choisir la mort, » lui chuchota Luc.